Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Regardons tout d'abord les titres. Le président iranien Hassan Rouhani a rassuré ses pays alliés sur le maintien des relations économiques avec eux. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a indiqué les orientations du budget de son ministère pour l'année prochaine. Face à une pression croissante, le gouvernement allemand est sur le point de restreindre ses règles d'octroi de l'asile. Le président de la Commission nationale pour le développement et la réforme s'est félicité des chiffres de l'économie chinoise. Afin de déstocker l'inventaire de logements, le gouvernement chinois a décidé d'adopter des mesures en faveur des nouveaux acheteurs. Et à la une, le président iranien Hassan Rouhani tente de rassurer les alliés de son pays en indiquant que l'intensification des relations commerciales de Téhéran avec l'Occident n'affectera pas ses relations économiques déjà en place. Cette déclaration a eu lieu en direct à la télévision d'État. Nous sommes une nation loyale à ceux qui nous ont aidés dans les périodes difficiles. Quelques pays asiatiques et de notre région nous ont aidés pendant cette période. Même si les entrepreneurs américains sont prêts à investir en Iran et à apporter des technologies, nous n'aurons aucun problème avec cela. Ces déclarations arrivent à la suite de la visite du président Rouhani en Italie et en France. La délégation iranienne a signé des dizaines d'accords économiques avec ces deux pays. On peut présumer que les autres pays auxquels il a fait référence sont la Chine, l'Inde et la Russie, qui entretenaient des relations commerciales avec Téhéran, tandis que l'Occident a imposé de lourdes sanctions. Le président iranien a aussi affirmé que la chute des prix du pétrole se présentait comme une occasion économique de son pays. Il a expliqué que l'Iran avait changé sa stratégie économique et que le pays était ouvert à l'investissement étranger pour amorcer la diversification. Le président Rouhani a cité le dirigeant suprême du pays, disant que la plupart des problèmes de l'Iran étaient internes et n'étaient pas causés par les sanctions. Le dirigeant suprême a indiqué que les sanctions ont créé ce problème auquel nous avons fait face. Le reste des problèmes auxquels nous avons fait face n'ont rien à voir avec les sanctions. Ces problèmes sont reliés à des questions internes. Bien sûr, la chute du prix du baril de pétrole a fait pression sur nous. Mais en envisageant la menace de la poursuite de cette baisse, nous devrions aussi considérer la situation comme une opportunité. Le secrétaire américain à la Défense, Ash Carter, a déclaré que le budget alloué à la défense pour l'année prochaine devrait s'élever à 582,7 milliards de dollars. Les dépenses seront établies en prenant en compte un nouvel environnement stratégique marqué par la nouvelle influence prise par la Russie et la que la menace représente pour l'État islamique. Ash Carter s'est exprimé mardi au club économique de Washington. Le secrétaire à la Défense a précisé que 7,5 milliards de dollars seraient dépensés pour accroître les efforts de lutte contre. Cela représente une hausse de 50% par rapport au budget pour 2016. Les fonds doivent se voir augmenter si nécessaire. M. Carter a ajouté que le département de la Défense prévoyait d'investir 71,4 milliards de dollars en 2017 dans la recherche et le développement, la plus grande partie visant à améliorer les stratégies. Les dépenses militaires des États-Unis sont les plus élevées dans le monde. Elles sont équivalentes à la somme totale combinée des 9 pays suivants dans la hiérarchie des dépenses militaires. La deuxième journée de paix pour la Syrie à Genève a été particulièrement difficile suite au refus du gouvernement syrien d'accepter l'opposition syrienne pour des négociations officielles. L'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, devait rencontrer le principal parti d'opposition syrien, le Haut Comité des négociations, pour une partie au siège de l'ONU à Genève. Toutefois, la réunion a été annulée suite au refus du gouvernement syrien les conditions préalables de l'opposition de cesser le feu avant le début des négociations. Après la rencontre de mardi avec de Mistura, la délégation du gouvernement syrien a annoncé qu'elle était toujours en phase de préparatoire, qu'elle n'a pas les noms de la délégation de l'opposition.
Conformément à la demande de l'envoyé spécial, nous participerons à la réunion. Cependant, l'opposition se comporte de façon inappropriée et non diplomatique. Nous avons souligné que cette série de pourparlers devrait se dérouler selon la résolution 2254 des Nations Unies. Cette rencontre sera un dialogue entre Syriens et les Syriens devraient décider par eux-mêmes. Aucune condition préalable pour renouer le dialogue ne sera acceptée. Aucune ingérence extérieure ne sera non plus autorisée. Tandis que les discussions sont en cours à Genève, les combats continuent en Syrie. Les forces gouvernementales ont récupéré les principaux villages de la province d'Alep. Soutenues par les militants pro-gouvernement, les troupes ont pu restaurer la sécurité et la stabilité dans le village de Ardatnin mardi. Selon un colonel syrien, l'armée a la seule route de ravitaillement des rebelles entre Alep et le nord de la province. Des avancées ont été réalisées quand l'aviation russe a mené des frappes aériennes importantes dans le nord de la ville. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a signalé 320 raids dans la région depuis lundi matin. Passons maintenant à la Libye où l'influence de l'organisation État islamique grandit un peu plus chaque jour. Le groupe militant djihadiste est particulièrement actif dans la ville de Sirte, l'ancien. Selon les derniers recensements, près de 3000 combattants auraient rejoint le groupe terroriste l'an dernier. Les autorités libyennes rappellent que la majorité de ces combattants sont de nationalités étrangères. L'organisation État islamique fait désormais partie des réseaux terroristes les mieux organisés et les plus riches du monde. Le groupe terroriste utilise ses importantes ressources pour accélérer son expansion en Libye. Il n'hésite plus à recruter les pauvres soldats mercenaires africains en leur offrant des sommes d'argent importantes en échange de leur loyauté. Les services de renseignement libyens décrivent une armée de pauvres gagnant progressivement du terrain. Les combattants africains sont attirés par l'appât du gain. Chacun reçoit $1000, ce qui représente une somme considérable dans des pays où la plupart des gens survivent avec $1 par jour. La Tunisie, le Tchad, le Mali, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte voisine sont en première ligne face à cette menace grandissante. Les combattants y pénètrent à travers les trajets empruntés par les migrants illégaux, faisant route vers l'Europe. Leur base principale dans la région est la ville de Sirte, l'ancien fief de Kadhafi. La ville est ainsi devenue la Raqqa du groupe terroriste en Libye. Au mois d'avril dernier, un jeune Soudanais a fait exploser son véhicule lors du passage d'un point de contrôle entre Sirte et Misrata, tuant au moins 6 personnes. Les images montrant des combattants d'Afrique subsaharienne tués après avoir mené des attaques à Sirte ont également été diffusées sur les médias sociaux libyens. Cela peut paraître surprenant, mais l'État islamique semble utiliser la même stratégie de prise de pouvoir que celle du colonel Kadhafi à l'époque. Ce dernier avait recruté des milliers de mercenaires pour venir gonfler les rangs de son armée et prendre définitivement le pouvoir après la révolution. Alors que les autorités libyennes rappellent qu'elles sont désormais submergées, elles craignent dans le même temps qu'une intervention des pays occidentaux ne vienne aggraver encore plus la situation. 6000 soldats et instructeurs britanniques et italiens sont actuellement dans le pays pour entraîner les troupes libyennes. Et les États-Unis devraient très prochainement mener des séries de frappes aériennes sur les principales positions de l'État islamique dans le pays. En Europe, la crise des réfugiés se poursuit. Le gouvernement allemand a entrepris de restreindre le nombre de demandeurs d'asile. L'année dernière, le pays a accueilli 1,1 million de migrants et la chancelière Angela Merkel fait face à une pression grandissante de la population quant à la régulation de cet afflux. La coalition au pouvoir a dernièrement accepté d'adopter de nouvelles mesures. Celle-ci prévoit que le principe de regroupement familial ne s'applique pas pendant 2 ans à certains demandeurs d'asile. Le gouvernement allemand a également indiqué que les 3 pays du Maghreb étaient des pays sûrs, ce qui signifie que les migrants venus d'Algérie, du Maroc et de Tunisie auront peu de chances de se voir accorder un asile politique. Autre sujet d'actualité, les médias allemands indiquent que le premier test de diagnostic du virus Zika a été développé en Allemagne. Reportage. Jusqu'à présent, les médecins devaient attendre que les premiers symptômes n'apparaissent clairement avant de déclarer qu'un patient soit porteur du virus. Mais désormais, le laboratoire allemand Genegam a développé un test médical capable de dire avec une quasi-certitude si une personne a été infectée ou non par le virus. En plus de déterminer la présence de virus Zika dans le sang, le test médical peut également déterminer la quantité exacte de pathogènes dans le sang. Les médecins peuvent ainsi effectuer rapidement leur diagnostic, alors que 5 porteurs de virus ont déjà été détectés en Europe. Cependant, le Brésil rappelle que le développement d'un vaccin pour contrer le virus pourrait prendre entre 3 à 5 ans.
L'un des directeurs d'un département de l'OMS s'est également montré pessimiste. Le virus Zika fait partie de la famille des virus où l'on retrouve la dengue, très connue pour être devenue une épidémie touchant le monde entier. Nous travaillons sur un vaccin contre la dengue depuis près de 15 ans maintenant, et nous n'avons obtenu que très peu de résultats. Et même, si nous avons de la chance, en trouvant un substitut biologique ou bien une partie du vaccin, les procédures pour arriver à de tels résultats prendront au minimum des années, et non quelques mois. Nous devons donc rester très prudents quant à la seule solution du vaccin pour contrer le virus. Passons maintenant au monde de l'économie présenté par George Tin. Bonjour à tous, nous ouvrons cette partie avec le mot stable qui est utilisé par les responsables du gouvernement chinois pour décrire l'économie du pays en 2015. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi, le président de la Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine, Xu Shaoshi, a déclaré que le taux de croissance économique général de 6,9% enregistré l'année dernière correspondait à l'objectif officiel d'environ 7% et que la Chine contribuait toujours à plus de 25% de la croissance mondiale. Le président a également informé le public quant aux autres facteurs de l'économie. Tant les emplois que les revenus des citoyens ont augmenté en accord avec les objectifs et la consommation est devenue un puissant moteur de la croissance. Le développement régional est devenu plus équilibré et le gouvernement chinois a adopté des mesures pour promouvoir l'innovation et encourager la coopération avec d'autres pays. Il a déclaré que la Chine disposait d'une faculté de reprise importante, mais aussi d'une flexibilité lui permettant de faire face au risque de déclin. Et le président de la CNDR d'expliquer ses prévisions optimistes. Premièrement, notre fondateur. La Chine mène le monde dans plus de 220 produits industriels et a un système logistique avancé. Également, nous disposons de réserves étrangères massives et d'épargne nationale. Deuxièmement, nous avons des demandes de consommateurs importantes et croissantes alors que les utilisateurs de l'Internet mobile ont atteint 680 millions de personnes. Troisièmement, alors que les infrastructures gagnent du terrain dans la partie occidentale, de nouveaux points de croissance seront formés. Quatrièmement, nos 7 millions de diplômés annuels renforcent l'innovation. Cinquièmement, le gouvernement a acquis une riche expérience en gestion macroéconomique afin de maintenir une croissance économique stable et l'ordre social. De bonnes nouvelles pour les acheteurs chinois de propriété. Le gouvernement central chinois a supprimé mardi les exigences de paiement pour les primo-acheteurs. Désormais, ils ne doivent payer que 20% des prêts contractés. Voyons comment cette décision affectera le marché de l'immobilier. La conférence centrale de travail économique tenue à la fin de l'année dernière a parlé d'un dégraissage de l'inventaire immobilier en tant que l'une des priorités du gouvernement chinois. Et désormais, des mesures spécifiques viennent soutenir cette décision. Les acheteurs d'un bien immobilier, pour la première fois, n'auront besoin que d'1/5 de leur emprunt en vue de s'offrir un nouveau lieu de vie. Et les experts indiquent que plus d'individus seront désormais capables de s'offrir un meilleur logement. Tout d'abord, cela bénéficiera aux demandes pressantes des habitants chinois pour de meilleures conditions de vie. Et cela aidera également à liquider l'inventaire du marché immobilier dans de nombreuses villes chinoises. Les analystes déclarent que les mesures bénéficieront aux couples ayant un revenu stable, mais qui ne possèdent pas une somme suffisamment importante pour le versement de la compte initiale. Les familles qui ont leur propre maison, mais qui en veulent des plus grandes, pourront également profiter de cela. La compte actuelle est de 25%, soit 5 points de pourcentage plus élevés. Donc, est-ce que davantage de prêts vont entamer les liquidités bancaires? Les observateurs de l'industrie indiquent qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. En gros, les emprunts ont représenté moins de 20% des dépôts des gens. Donc nous disposons d'une capacité suffisante pour régler la dette. Mais plusieurs banques déclarent qu'elles décideront au cas par cas d'un abaissement de la proportion du paiement. La capacité des familles de rembourser la dette est un facteur majeur. De plus, cette réduction du paiement ne s'applique qu'aux villes où les achats de logements ne sont pas limités, pour la plupart dans les petites villes. Les villes de premier rang comme Beijing ou Shanghai, où chaque famille ne peut posséder que 2 logements, ne pourront pas bénéficier d'un abaissement du seuil. L'année dernière, les logements non vendus ont représenté quelques 400 millions de mètres carrés, ce qui pourrait accommoder facilement 10 millions de résidents. L'espoir est qu'alors que le revenu des gens augmente et leur souhait de vivre dans de meilleurs lieux ainsi que des politiques plus favorables permettront d'augmenter les ventes et de stabiliser un marché sous pression.
La plupart des hommes d'affaires taïwanais investissaient dans l'industrie manufacturière de la partie continentale de Chine. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au secteur des services. Ils demandent davantage de soutien de la part du gouvernement pour créer un environnement opérationnel. L'homme d'affaires taïwanais Zheng Guoyuan a travaillé sur la partie continentale de Chine pendant presque 10 ans. Il était dans l'industrie des médias et en 2015, il a rejoint le secteur des services. Il gère à présent un restaurant de fondue à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. La majorité des manufacturiers taïwanais qui sont venus sur la partie continentale entre 2000 et 2010 ont connu un déclin de leurs revenus. Mais après 2010, de nombreux habitants de Taïwan sont venus dans la partie continentale pour ouvrir des restaurants. Et cela semble être une industrie prometteuse. Selon M. Chen, les industries de la restauration, de la culture et de la création sont devenues le foyer des investisseurs et des startups taïwanais. Il espère cependant une amélioration du secteur des services dans l'environnement opérationnel. La plupart des petites et moyennes entreprises taïwanaises, comme nous, n'ont pas beaucoup de capital. Nous avons cependant de grands rêves sur la partie continentale. Nous espérons que le gouvernement central construira un système de régulation plus complet, plus égal et plus juste pour tous les hommes d'affaires de Taïwan et de la partie continentale. L'économie de la partie continentale de Chine enregistre une croissance et connaît une demande de plus en plus élevée pour améliorer les services. Selon M. Chen, le secteur des services taïwanais connaît une expérience riche de gestion et d'expansion mondiale. Davantage d'hommes d'affaires taïwanais devraient investir sur la partie continentale pour partager leur savoir-faire. Et voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 2866,36 points, en baisse de 0,38%, et l'indice des actions B a clôturé à 348,45 points, en hausse de 0,01%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1816,28 points, soit une hausse de 0,48%. L'indice des actions B a clôturé à 1134,07 points, en baisse de 0,17%. La bourse de Tokyo a clôturé en forte baisse mercredi, lestée par la rechute sous les $30 qui avait entraîné un net recul des places étrangères mardi. Le Nikkei des deux têtes a perdu 3,15% à 17 191,25 points. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le gouvernement égyptien a assoupli ses restrictions sur les dépôts en dollars. Les compagnies peuvent avoir des transactions jusqu'à 250 000 $ contre le précédent plafond de 50 000 $. L'objectif est de contrôler les dépenses en dollars dans le contexte d'une crise des devises qui a mené à une pénurie de dollars. Les réserves égyptiennes de devises étrangères ont baissé de plus de 50% lors des 4 dernières années. Avec seulement 1 milliard de dollars de la Banque centrale, c'est à peine pour couvrir les besoins de base de l'Égypte pour 3 mois. Le gouvernement a un plan d'économie depuis la mi-2014. Ils incluaient un plafond sur les transactions assoupli cette semaine. Ceci est lié au déficit budgétaire et aux tentatives de contrôle des importations, parce que les importations sont élevées. Les principales sources égyptiennes de devises fortes sont le tourisme, qui a subi un revers depuis le crash d'un avion transportant des passagers en octobre de l'année dernière. De même, les revenus du canal de Suez ont baissé l'an dernier. Des revenus qui se sont réduits et des dépenses en hausse ont tendu le budget et forcé le gouvernement d'émeutes pour réduire la hausse du dollar. Les décisions de la Banque centrale sont correctes parce qu'elles visent à améliorer les conditions économiques et la stabilité politique. Nous ressentirons les bénéfices de ces décisions. Il n'y aura pas de dévaluation de la livre égyptienne alors que les transactions se dérouleront.
Et par conséquent, l'Égypte prendra en considération l'importance de préserver la valeur de la livre égyptienne. La plupart des hommes d'affaires se plaignent que le plafonnement en dollars a causé une pénurie en devises fortes sur le marché. Il a aussi gêné leur capacité à produire ou à importer des produits. Et malgré l'élévation des limites des transactions en dollars, certains ne sont toujours pas satisfaits. Le plafond était de 50 000 $ par mois et à présent il est de 250 000 $, mais seulement pour les matières premières et les moyens de production, pas pour le commerce. Donc en tant que commerçants, nous faisons toujours face à de nombreux problèmes. Le marché noir a brusquement monté après l'assouplissement du plafond en dollars. Mais les prêts et les subventions internationaux, qui doivent être reçus à la fin du mois, vont renforcer les réserves entre de maintenir à flot la livre égyptienne. La poterie est une ancienne qui s'est transmise de génération en génération. Pour les petits villages, il est crucial de créer des emplois et cette activité est souvent la seule source de revenus. Nous nous sommes rendus dans un centre de poterie dans le village Touchafa à Abuja, également connu sous le nom de village de Bill Clinton, après la visite dans cette ville de l'ancien de la Maison Blanche en 2000. Voici Ouchafa, un petit village de la région de Bouari à Abuja. Il est pauvre mais très actif et est devenu célèbre pour sa fabrication de poterie traditionnelle. Cet endroit a été établi en 1939 sous l'influence des femmes, qu'il était de qualité. Et c'est Madame Mariam Babadika qui était la première dame à l'époque. Ce lieu a été fondé dans le cadre de son projet. L'objectif est s'assurer que cet art traditionnel ne s'éteigne pas. La plupart des pots fabriqués ici sont réalisés par des femmes en suivant la technique traditionnelle courant machine. L'ensemble du processus est donc réalisé de manière naturelle. L'argile est prélevée dans les terres environnantes. Les femmes réalisent avec minutie des moules de pots et les bulbes des arbres qui poussent aux alentours sont utilisés pour fabriquer une pâte servant à vernir les pots. Grâce à cet artisanat, ces femmes gagnent de quoi nourrir leur famille. Le centre sert également de lieu de formation et de transmission de cet art aux nouvelles générations. Ce centre a été fondé pour apprendre aux jeunes, à nos enfants, pour qu'ils connaissent l'art de la fabrication de la poterie. Jusqu'à aujourd'hui, ce lieu sert à obtenir un savoir-faire pour la formation. Les poteries sont très recherchées par les touristes étrangers, mais l'activité est par la demande locale. La plupart de nos institutions, nos organisations achètent ces pots. De nombreuses personnes viennent de loin pour en acheter, venant des États de Lagos ou Pédaco par exemple. Ils viennent en camion pour en acheter, ils passent commande. Un certain nombre de pots sont ainsi faits pour eux. Certains en achètent de manière individuelle. Le centre s'est agrandi pour inclure une section mécanisée qui emploie des potiers confirmés afin de créer un style de poterie unique. Les riches chinois ne font pas seulement protéger leurs actifs financiers, ils protègent également leur propre personne. L'augmentation du nombre d'individus fortunés dans le pays a ouvert le marché de la sécurité privée à davantage d'entreprises de sécurité et à davantage de gardes du corps. Martina Fouche nous en parle. On ne plaisante pas avec ces gars-là. Ils suivent une formation pour devenir garde du corps. Ce centre d'entraînement situé dans la banlieue de Beijing et créé en 2011 est né de la volonté de Xin Yang, un ancien instructeur militaire en arts martiaux. Au Collège international de défense et de sécurité, nous offrons 3 genres de formation. La première, c'est celle des cours de police et de lutte contre le terrorisme. À part ça, nous avons aussi des formations pour les gardes du corps. La troisième propose des cours de sécurité civile qui apprennent, entre autres, à affronter des désastres naturels et des incidents du type d'attaque terroriste. Ce sont les 3 types de formations que nous proposons généralement. Le marché de la sécurité privée et des gardes du corps est en pleine expansion. Les milliardaires, les millionnaires et les gens d'affaires puissants ont besoin de plus de protection. Et parfois, les gardes du corps deviennent les symboles du statut particulier et du prestige de ces riches individus. Les entreprises de sécurité privée n'ont été légalisées par la loi chinoise qu'en 2010. Avec 4 millions de millionnaires aujourd'hui en Chine, ce qui place le pays en seconde position derrière les États-Unis, les riches entrepreneurs, les vedettes du cinéma et les autres membres de l'élite ont commencé à louer les services de garde du corps privés. Et le secteur peut encore largement se développer. Aujourd'hui, il y a environ 6 000 entreprises de sécurité accréditées dans le pays, avec 4,3 millions d'agents de sécurité et un revenu annuel pour l'ensemble de l'industrie estimé à environ 40 milliards de yuan, ce qui équivaut
à 6,2 milliards de dollars américains. L'industrie de la sécurité en Chine se développe progressivement et tout spécialement dans le domaine de la protection des personnalités sur le marché des gardes du corps. L'industrie en est toujours à une phase initiale. Nous prodiguons des formations de sécurité professionnelle à des entreprises de sécurité à travers toute la Chine. Nous assurons aussi des leçons spéciales à des gardes du corps professionnels en fonction de leur qualification et de leurs responsabilités. Parmi les clients de M. Sin, on compte des représentants du gouvernement, de grandes entreprises, des personnalités en visite en Chine et de grandes fortunes du pays. C'est le site d'entraînement d'une autre entreprise, l'agence de sécurité Bojing, dans la banlieue de Beijing. Ici, on y voit les agents se concentrer sur le combat à main nue plutôt que sur l'entraînement avec armes à feu ou le kickboxing, la conduite tactique et les arts martiaux. En tant qu'étranger, je ne suis pas autorisé à pénétrer dans cet espace qui se trouve sur une zone militaire. La demande de sécurité privée et de garde du corps augmente au rythme de la croissance économique chinoise. Les agents de sécurité privée et les gardes du corps interviennent là où la police est défaillante. Nous protégeons nos clients avant que quelque chose n'advienne, alors que la police n'intervient qu'après l'accident. Nos activités peuvent réduire la charge de travail de la police. Le potentiel de cette industrie est énorme. Il existe un grand besoin de garde du corps professionnels et nous en mettons à disposition au bénéfice de l'ensemble de la société. La Chine est globalement un pays sûr où les crimes violents sont relativement rares. Cela est largement dû au fait qu'il est très difficile d'accéder aux armes à feu dans le pays. Mais la situation peut devenir plus dangereuse au fur et à mesure de l'enrichissement personnel. Et voilà, c'est tout pour cette partie. Et maintenant, retour au plateau avec Jonathan Messina. Merci Georgotine, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, bonne suite de programme à toutes et à tous.